Bienvenue sur M&A Insider, le podcast qui ambitionne de t'apporter le contenu le plus pointu sur le M&A. Je suis Valentin Freudenreich, banquier d'affaires. Je conseille des dirigeants de PME lorsqu'ils souhaitent céder leur société. Je suis spécialisé sur deux secteurs, l'ingénierie et les services techniques du BTP. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'exerce ce métier. J'ai lancé ce podcast avec deux objectifs. Le premier, proposer du contenu technique sur le M&A. Ce n'est pas un podcast sur des parcours. Non, l'idée c'est de faire émerger les meilleures pratiques sur tous les aspects d'une opération. Cession, LBO, capital risque ou capital développement. J'avais cette envie de contribuer à mon marché. Le deuxième, c'est de te prouver à mon réseau, à mes prospects, que je fais ce métier par passion, que je suis là pour durer. Et à travers ces épisodes, je vais te partager ma vision du M&A, prendre position sur les aspects clés du métier et te montrer mon track record. Donc si tu connais un dirigeant d'une PME d'ingénierie ou du BTP qui souhaite céder, je serais ravi que tu m'en parles. Allez, en tout cas c'est parti pour le podcast. On est de retour avec un épisode du format débat de M&A Insider et on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais proposer à mes trois invités de se présenter. Bonjour, merci Valentin de l'invitation. Donc moi je suis Jérôme Cornebise, directeur général et cofondateur de Smart Partners, une boutique M&A small cap qui accompagne les dirigeants dans leurs opérations de cession, acquisition, levée de fonds et debt advisory. On a accompagné environ 200 clients ces 10 dernières années via nos 6 bureaux en France. Bonjour Valentin, merci également pour l'invitation. Moi c'est Antoine Lemaire, je suis associé au sein d'une banque d'affaires internationale qui s'appelle Oaklins. On est une quarantaine de professionnels en France, 800 dans le monde. Et on réalise des opérations à la fois de small et de mid cap, une quarantaine de transactions en France, autour de 500 dans le monde par an. Bonjour à tous, Bastien Chara, cabinet Valter, je suis avocat, je suis associé du cabinet Valter, on est une quarantaine. Et je pratique dans le M&A corporate et on conseille beaucoup de dirigeants, des investisseurs, des fonds, des family office dans les opérations de LBO ou de M&A plus globalement. Et on intervient surtout sur les opérations de small et mid cap. Et très bien, et pour illustrer votre pratique, est-ce que vous pouvez nous raconter une transaction que vous avez bien aimée ou en tout cas qui démontre ce que vous aimez faire ? Si je dois choisir une opération qui illustre un peu ce qu'on fait, je prendrais peut-être un prestataire de santé à domicile de la région marseillaise qu'on a vendu l'année dernière. Des dirigeants qui étaient venus nous voir pour lever des fonds, accélérer la croissance et qui étaient en même temps un petit peu sollicités par des acquéreurs corporate et qu'on a in fine vendu à un labo pharmaceutique. Finalement, le premier élément que je retiens, c'est d'avoir pu accompagner une entreprise qui était très peu structurée du fait de sa taille, des dirigeants qui parlaient pas anglais, vers un deal cross-border, vendu à un labo pharmaceutique côté anglo-saxon, ce qui est un peu la sainte trinité des clients pas faciles, enfin des acquéreurs pas faciles en tout cas, et également sur l'aspect un peu plus métier, d'avoir mené un process dual track, en ayant travaillé vraiment tous les scénarios, garder une tension concurrentielle assez loin dans le process, et je pense avoir permis aux deux dirigeants d'avoir toutes les options sur la table et vraiment de maximiser le deal, en tout cas l'option qu'ils ont choisie. Donc je dirais que ça illustre peut-être un petit peu la vocation de Smart sur le small cap, qui est d'offrir un accompagnement assez extensif, assez étendu, même sur des opérations de taille, en tout cas en accompagnant des entreprises de taille réduite. Et est-ce que tu peux tu parlais un peu de la sainte trinité d'un acquéreur pas facile, quelles sont les spécificités qui te font dire ça, en comparaison par rapport à un acquéreur français corporate classique? Je pense qu'ici, justement, on cumulait un petit peu. J'insistais sur le côté labo pharmaceutique et donc une culture en termes réglementaires, process qui est quand même extrêmement forte, extrêmement précise. Le caractère de boîte cotée, là aussi, qui a elle-même des contraintes qui font que, c'est simple, hein, la data room, on l'avait ouverte à 96 personnes, je crois, chez l'acquéreur. Et anglo-saxon, là, je pense qu'on l'a tous vécu sur des différences culturelles et des approches
à la fois dans le métier et à la fois dans une opération de M&A. Je pense qu'on a aussi tous vécu des acquéreurs anglo-saxons qui se positionnent assez vite, mais qui laissent la place à beaucoup de négociations post-LOI. Et donc voilà, il fallait également accompagner un petit peu les dirigeants, les préparer et anticiper finalement toute la phase d'exécution post-LOI qui a été de loin la plus intense sur ce deal. D'accord. À mon tour ? Ouais. Je pense que si je devais retenir une opération, je vais tout simplement retenir une des dernières là, qu'on a menée cette année, une opération dans la nutrition santé, un LBO primaire. Et justement pour ces deux caractéristiques qui me ressemblent bien, la dimension donc LBO, puisque c'est vrai qu'il y a une forme... il y avait une complexité du cahier des charges très élevée avec le cumul d'un certain nombre de caractéristiques qui rendaient l'opération particulièrement technique. Un cash-out très important pour un dirigeant qui était encore très jeune dans l'exécution de son plan d'affaires. Une sortie d'un bloc d'actionnaires un peu divergent sur un certain nombre de termes avec le fondateur. Et deux cibles d'acquisition qu'il fallait opérer très vite post-closing. Donc voilà, une première réussite sur le plan de l'ingénierie financière, d'arriver à réunir l'ensemble de ces composantes au sein d'une seule opération. Et donc la deuxième caractéristique qui nous correspond bien, c'est la dimension primaire que j'évoquais. C'est quelque chose que moi j'adore faire personnellement. Il y a une dimension humaine qui est quand même particulièrement forte sur ces premières opérations, une dimension même psychologique où on bascule, on oscille entre le transactionnel et la psychologie dans notre quotidien. Et voilà, je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. Peut-être une petite question qui me vient, parce que j'imagine que tu fais aussi des transactions qui sont avec des corporates. Là, tu as cité LBO, donc j'imagine plutôt avec des fonds d'investissement. Est-ce que tu peux nous parler, selon toi, ta manière les différences en fait, que tu as dans un process LBO avec un fonds et dans un process pure corporate? Qu'est-ce que tu vas faire si tu as 2-3 grandes lignes quand tu prépares ce processus? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Bon, déjà, il y a quand même beaucoup de process maintenant qui font l'objet de dual track, au moins sur des premières phases. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je suis assez convaincu de l'efficacité et de la pertinence de process sur lesquels on se range sur un single track en phase 2. Le message est clair, il y a une compétition qui est saine. Donc c'est vrai que ça fait partie de nos marques de fabrique aussi, d'essayer intelligemment faire cohabiter des agendas de corporate et de private equity dans une première phase et de se ranger sur une seconde phase d'un côté ou de l'autre. Et pour répondre à ta question, je pense qu'un des enjeux principaux derrière la cohabitation, ou en tout cas l'organisation d'un process d'un côté ou de l'autre, c'est un sujet de calendrier, où parfois, notamment quand tu évoquais tout à l'heure les gaps culturels, quand on doit composer avec des corporates de l'ensemble de la planète, ça peut créer des divergences ou des désalignements sur les calendriers d'opération assez importants. Donc je pense que ça, c'est le premier critère à prendre en considération dans la construction du bon process corporate. Et donc il nous arrive parfois de faire le choix, par exemple, d'initier des contacts corporate internationaux dans un premier temps, parce qu'on a une connaissance très fine du niveau de réactivité des corporates de cette industrie-là en France, qu'on embarque dans un deuxième temps pour s'assurer que l'alignement sur la ligne d'arrivée est correct, quoi. Voilà, donc ça fait partie des caractéristiques pour moi assez clés dans l'organisation d'un process corporate. Alors moi, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais il y en a une où particulièrement j'avais vraiment apprécié. C'était un LBO, c'était un LBO secondaire avec une croissance externe sur un fabricant de fenêtres qui est à Bordeaux, à côté de Bordeaux, en région Aquitaine. C'était une opération qui était assez dense parce que tout s'est fait en 1 mois. Et en gros, en plus du LBO, ils voulaient du coup acheter une autre société, ils voulaient s'étendre. Et du coup, on avait plein de problématiques de financement, surtout que c'était... à l'époque, pour cette opération, il y avait encore ce qu'on appelait les obligations relance, qui était une ligne de financement qui était très intéressante. Moi, j'en vois plus du tout aujourd'hui, donc je pense que ça n'existe plus. C'était très intéressant parce que la croissance externe a eu plein de sujets de négo. Il y avait des managers de la cible qui réinvestissaient chez nous dans le cadre du LBO secondaire qu'on faisait sur la principale entité. Et c'était qu'avec des des clients qu'on accompagne depuis longtemps, tant à l'égard des fonds d'investissement qui réinjectaient aussi dans le LBO, qu'à l'égard des managers avec qui on a gardé des liens, même aujourd'hui
aujourd'hui toujours très proches. Et c'était vraiment un très bon moment. Même si la veille du closing, j'étais pas très... les avocats, ils travaillent un peu dur. Et c'était assez intense jusqu'à la veille du closing. Mais là, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, c'était une super expérience. Et sur cette transaction ou une autre, parce qu'on le voit, et tu l'as dit, je pense que le propre de notre métier, c'est d'avoir parfois des deadlines très, très rapprochés, c'est ce qui fait souvent toute l'intensité. C'est pas seulement la charge de travail ou la complexité, c'est plutôt les deadlines. Est-ce que tu peux nous parler un peu des négos qui ont tendance à être repoussés jusqu'au dernier moment du closing sur des points juridiques? Tu peux rentrer, je pense, dans la technique, ça peut être intéressant. Je le vois sur quelques process. Quels sont les derniers points de négo qui font qu'une opération se fait ou se fait pas un peu au dernier moment et qui peut justement emmener un certain stress? Alors il y en a plein, parce qu'en tant qu'avocat, on manque pas d'imagination sur des trucs à aller négocier ou à aller gratter 2-3 choses. Là, en l'occurrence, c'était le manpack qui, de mémoire, nous avait porté vraiment jusqu'à assez tard sur les aspects. C'était un manpack classique avec une rétrocession, avec des critères de TRI, de multiples, etc. Et la question, c'était qu'est-ce que c'était la question? Et c'était sur tout ce qui venait en décaissement, enfin les sujets classiques et la répartition du manpack entre les salariés du LBO primaire et comment on intégrait le secondaire, etc. Donc il y avait pas mal de sujets là-dessus. Après, pour ce qui concerne les autres sujets de l'opération, c'était plus des aspects de financement, mais liés à la structure même du deal, parce que c'était encore une fois, c'était quelque chose, les obligations relance, c'était quelque chose, c'est super réglementé. Il fallait pas que ça vienne rembourser la dette du LBO secondaire, il fallait vraiment flécher ça sur la croissance externe. Et on avait des contraintes un peu particulières à mener. Et du coup, avec les avocats qui géraient le financement, ça a donné lieu à des échanges jusqu'à tard. Et c'était vraiment plus ça, en fait. C'était plus sur la capacité technique à déboucler le financement aussi dans un délai aussi bref. Parce qu'à la fin, c'était un gros groupe. Alors, j'ai plus en tête la valo, mais le chiffre d'affaires global des deux entités était proche de 100 millions. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez important. La dette qui était levée était significative. Et forcément, flécher tout ça, ça a donné lieu à des discussions jusqu'au bout du bout. Et les dernières négos ont dû être faites le matin du closing, en fait, si maintenant je m'en mémore un peu, parce que bien évidemment, il y avait plein de managers, donc on a fait une manco, et on avait un sujet sur les deux dirigeants, le dirigeant de la nouvelle cible qui rentrait dans l'autre et le dirigeant de l'entité principale qui voyait pas forcément d'un bon œil l'arrivée de l'autre dirigeant. Donc il y avait pas mal de sujets sur qui allait diriger la manco, sur des sujets de golden share, qu'est-ce qui se passe si jamais on s'entend plus, etc. Et c'est peut-être ces sujets-là qui ont vraiment porté le plus loin, après les sujets de financement. Très bien, si on enchaîne sur le processus et qu'on part sur un début de processus, les premiers contacts avec des acquéreurs. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, un peu recueillir vos meilleures pratiques différenciées en fonction du process. C'est quel est le premier contact idéal avec un acquéreur lorsqu'on est dans un process. Donc ma question s'ouvre en fonction d'un investisseur, en fonction peut-être de sa nationalité, peut-être de votre connaissance préalable, mais est-ce que vous envoie un teaser anonyme, anonyme ou non, directement, on le voit parfois, un IM, un mémorandum d'information confidentiel, mais qui déjà donne beaucoup plus d'éléments là-dessus. Est-ce que vous êtes plutôt partisan d'un appel directement à l'acquéreur pour vérifier avant de transmettre quoi que ce soit? Quelles sont un peu vos bonnes pratiques sur des premiers contacts avec des acquéreurs dans le cadre d'une session, ou LBO ou du Altrac? Je sais pas, je prends la parole. Pour dire que je pense qu'il y a à peu près autant de méthodes que d'opérations. Sur la confidentialité notamment, moi je crois que ça dépend réellement un petit peu du sujet, du calendrier et de la sensibilité du client. Peut-être le point un peu cardinal, c'est toujours que le premier contact doit servir à valider un petit peu l'intérêt de la contrepartie, tout simplement, sa compréhension du marché, du sujet. Nous, on envoie très rarement beaucoup d'informations avant les premiers échanges. Et ces premiers échanges, on essaie de les générer soit directement au téléphone de manière
majoritaire, soit parfois effectivement en teasant un peu si on est un peu plus out of the box ou si on est sur des contreparties qui sont un peu tier 2 ou tier 3. Mais je crois qu'il faut quand même garder beaucoup d'agilité par rapport à la demande du client et à la nature de la contrepartie. Non, mais j'adhère complètement à la réponse qui vient d'être faite. Je pense que ce qui fait le propre d'un bon process, c'est justement son caractère très tailor-made et sur mesure à l'opération. Voilà. Après, si statistiquement je devais retenir ce qui est l'outil le plus utilisé chez nous, je pense que c'est quand même l'approche téléphonique qui, comme tu le disais, a pour moi deux vertus. Une première qui est d'aller mesurer le niveau de détermination, de conviction du candidat en question. Donc il y a une fonction un petit peu de tiering qui peut être utilisée pour nous via ce premier contact, mais il y a aussi une fonction évidemment commerciale où on va pouvoir bien plus qu'avec le matériel que tu évoquais, teaser, info mémo, personnaliser le discours et quand on a une connaissance fine des candidats en face, appuyer sur le point en particulier, être très straight, parfois pour illustrer le propos sur la dimension sur mesure de l'approche, parfois même faire un peu d'anti-vente, de dire, voilà, de tester un acquéreur qu'on pense un peu trop curieux et de l'emmener un peu dans ses retranchements. Voilà, donc l'appel téléphonique a évidemment la vertu de nous aider à constituer la qualité de notre tiering et de commencer le commerce. Moi, ce que j'apprécie faire, c'est même avant de lancer le process, lorsqu'on réalise justement les documents, c'est d'aller teaser de manière encore anonyme, et tu l'as dit peut-être d'une manière aussi anti-vente, pour tout de suite mettre sur la table quelques potentiels red flags, sentir comment ça réagit d'un point de vue acquéreur, parfois même sans citer d'un mandat, mais en disant est-ce que vous allez explorer cette stratégie de croissance externe sur ce type de société, pour voir comment ça réagit, et ce qui permet parfois d'adapter aussi les documents ou le message qu'on veut faire passer, d'anticiper. Voilà, je trouve que c'est une manière peut-être intéressante, enfin, en pré-process, quitte après à envoyer un teaser quand on lance officiellement le sujet. Oui, non, mais ce premier contact, il a aussi une grande vertu, c'est d'organiser la relation commerciale avec la contrepartie de la bonne manière. Donc nous, très souvent, on va par exemple proposer de passer la balle à un confrère, un associé à l'international qui a une relation plus établie avec la contrepartie, parce que c'est aussi pour lui une façon de densifier sa relation et de démontrer qu'il est très connecté au marché, etc. Donc voilà, pour moi, c'est aussi tout l'intérêt de cette première approche. Il m'arrive parfois de proposer à mes équipes, un associate, un analyste, de faire cette première approche parce qu'il a une connexion toute particulière avec la cible. C'est une façon de le valoriser, de montrer qu'il est en capacité de leverager son réseau. Donc voilà, c'est un outil, moi, je trouve très utile à bien des égards. Et là, tu mets le doigt aussi sur quelque chose que je trouve passionnant. C'est un peu la dualité de nos métiers. C'est-à-dire que lorsqu'on est junior, on va faire beaucoup d'analytique, on fait des documents, de l'analyse, du chiffre, alors que dès qu'on passe un certain stade, en fait, on devient, c'est plutôt un métier qui est quasiment totalement commercial, tant dans la prospection, génération de mandats, mais aussi dans la manière de mener un processus. Oui, on va s'appuyer sur des documents, mais en fait, la plupart du temps, on est au téléphone avec un acquéreur. Il faut détecter les signaux faibles, savoir comment on va adapter le process, dans quel ordre. Et je pense que pour un junior, avoir la chance, ce que tu dis, un analyste, un associate, d'être mis en face d'un acquéreur, de commencer un pitch ou des pré-pitch, c'est une grande chance parce que ça permet aussi de se dire, bon, quand je fais un mémorandum, quand je fais un document, ben je vois à quoi ça sert, comment c'est utilisé dans le cadre véritablement de la relation commerciale. Je trouve que ça a pas mal de vertus et je mets souvent le doigt sur ce sujet, je trouve, où on peut passer 10-15 ans à faire de l'analytique dans nos métiers, mais il faut pas oublier de très vite essayer de se mettre le pied à l'étrier à l'aspect commercial du métier. Ce qui n'est pas toujours facile parce que certains jeunes ont déjà des journées à rallonge. Donc, pour enchaîner avec toi, Bastien, alors ça, je pense que c'est très small cap, ça devient peut-être moins vrai dès qu'on monte en taille de transaction. Mais c'est dur pour nous d'intégrer les avocats très tôt dans le processus.
Ouais. Non, mais simplement aussi parce que les dirigeants ne veulent pas accumuler des fees et peuvent se dire ah tiens, bon, attendez, déjà on va voir comment ça va se passer, on va voir les marques d'intérêt des acquéreurs et puis ensuite on intégrera la partie avocat. Est-ce que toi tu peux nous dire pourquoi c'est intéressant, pertinent pour un dirigeant dès le début, et même pour un banquier d'affaires, de travailler main dans la main avec un avocat au lancement d'un processus de cession ou de LBO, et qu'est-ce que tu peux apporter justement si on te met dans la boucle assez tôt et non pas, comme on le voit assez souvent, une fois qu'on a reçu les LOI et même parfois post-LOI. Le principal intérêt, à mon sens, c'est si jamais il y a des aspects de structuration de deal à prévoir, notamment s'il y a des points fiscaux à traiter, si le dirigeant se place dans une optique de transmission de son patrimoine, ce genre de choses, ou au contraire il est dans une situation fiscale qui requiert une analyse un peu plus pointue de ce qu'il faut faire. Je pense que c'est le seul moment où il y a un intérêt de nous faire intervenir aussitôt, parce que ça permet d'anticiper peut-être quelques problématiques et que vous retrouveriez vous lors des négociations sur la structuration du deal. Je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'il y ait une société qui soit super importante et qu'il faille pas et qui soit un caillou dans la chaussure parce qu'on peut pas l'exclure du périmètre, mais pour autant il faut l'intégrer parce que le dirigeant ne peut pas s'en dépaître, sinon il subirait une lourde fiscalité. Je pense que plus tôt vous le savez, le mieux c'est pour vous après dans vos tractations commerciales. Nous, pour compléter, nous on a eu un sujet comme ça où en fait, du fait de la fiscalité, on n'a pas pu céder la holding de reprise qui a été constituée pour le premier LBO, mais on a dû céder la holding patrimoniale du dirigeant. Et du coup, la holding patrimoniale du dirigeant, il n'y avait pas que sa société, il avait des investissements, il avait des choses il avait des actions cotées en bourse qui étaient un peu plus faciles, mais il avait de l'immobilier, ce genre de choses. Et du coup, il y avait tout un aspect structuration de cette holding patrimoniale qui va faire l'objet d'un deuxième LBO, parce qu'il y a des choses qui étaient complètement externes au deal. Et ça, heureusement qu'on nous en a parlé avant, parce que sinon ça pouvait faire un peu peur aux repreneurs. Et pour enchaîner sur une autre question qu'on voit souvent, c'est le maintien de la confidentialité et le côté sérieux des acquéreurs qu'on va mettre dans la boucle. En tout cas, nous, c'est souvent ce qu'on nous demande des acquéreurs. Oui, allez, vous allez transmettre ce teaser, puis s'il y a intérêt, vous allez transmettre le mémorandum. Mais comment on va s'assurer que ces acquéreurs sont véritablement sérieux et que ça ne soit pas juste de la prise d'information qui est le risque, parce qu'on va voir quand même des sociétés qui sont dans la chaîne de valeur de nos clients, concurrents parfois. Quelles sont un peu vos stratégies, vos méthodologies pour assurer vos clients que les quelques acquéreurs qu'on met dans la boucle jusqu'au bout sont véritablement sérieux sur cette acquisition? Ouais. Assurer les clients que 100% des acquéreurs sont sérieux et que 100% des informations resteront confidentielles, moi je m'y risquerai pas. Après, je pense que ça fait aussi partie de la psychologie. Tu parlais beaucoup de psychologie tout à l'heure sur les deals primaires, et c'est effectivement, je pense, la grande majorité de notre travail sur ces deals-là, et je crois que faire un peu le deuil de la confidentialité et de l'idée qu'on va vendre son entreprise sans que personne ne le sache, c'est un peu le premier travail qu'on a à faire sur la psyché de notre dirigeant cédant. Et ensuite, ça ramène, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le premier acte commercial au téléphone. C'est aussi à nous, du fait de notre expérience, de notre travail en amont, de sentir si la contrepartie nous raconte une histoire qui est cohérente par rapport à ce qu'on sait de sa stratégie de build-up, de ses investisseurs et de son métier. Nous, c'est vrai aussi qu'on a plutôt pour habitude de faire des process relativement resserrés, en tout cas d'avoir des premières sollicitations d'acquéreurs sur des échantillons assez resserrés, et finalement d'amener assez rapidement ces acquéreurs à échanger en tout cas avec le dirigeant. Et je pense que finalement c'est le dirigeant aussi qui se fait cette conviction avec nous quand il parle pendant 1 heure, business, métier, chaîne de valeur, comme tu le disais. Quelque part, je fais confiance aussi à l'instinct de mon client pour se dire si cette personne vient récupérer de l'info ou non. Donc je pense qu'on essaie de se mettre en situation réelle assez rapidement, de notre côté en tout cas. Ouais, je dirais, dans mon cas, il y a peut-être quelque chose qui m'aide fortement, c'est d'être verticalisé sur 2 industries. Donc on a, je pense,
particulièrement l'occasion de passer du temps avec les corporates ou les private equity de cette industrie et se forger en amont des transactions une conviction sur leur zone d'intérêt, leur capacité d'intervention, leur vitesse d'exécution et de les positionner au bon endroit. Après, pour te rejoindre, je pense qu'on a tous été surpris dans un sens comme dans l'autre, donc l'expérience fait que moi, je cherche à répondre au cahier des charges de mon client en termes de confidentialité, mais je suis aussi très humble face au fait qu'on n'est pas capable de tout prévoir. On a parfois eu des surprises dans l'autre sens, de candidats qu'on trouvait assez peu déterminés en première intention et qui se sont révélés excellents sur une phase 2, qui ont su délivrer quelque chose de bien meilleur que ce qu'ils avaient positionné en première intention. Donc effectivement, je pense que malheureusement, il n'y a pas d'outil qui se révèle parfait sur ce sujet-là. Ça nous ramène souvent à l'enjeu de comment gérer nos contreparties que de comment gérer notre client sur cette thématique-là. Et je pense qu'être verticalisé et construire des expertises au sein d'une banque, ça peut largement aider à être plus efficace sur ce sujet. Je te rejoins parce que ce que je sens, nous ça fait 3 ans maintenant qu'on est vraiment verticalisé sur l'ingénierie ou le service technique du BTP, et on se rend compte que c'est souvent les mêmes acquéreurs sur nos différents mandats. Et ce qui fait qu'il y a un aspect, en tout cas c'est ce qu'on dit à nos clients, réputationnel de l'acquéreur, de dire oui, parce que sur ton dossier à toi, il pourrait venir. Mais nous, ce qu'on peut en tout cas mettre sur la table en termes de rapport de force, c'est de se dire, bon, si une fois il nous trompe sur un process, il se grille par rapport à nos autres mandats en tant que banque d'affaires où l'acquéreur aura perdu sa réputation. Donc ça peut être un intérêt de verticaliser. Souvent on en parle aussi avec mon associé, un peu la stratégie qu'on a mis en place, qu'on aime bien dire, c'est de fatiguer les acquéreurs. C'est-à-dire que un acquéreur qui est véritablement intéressé, il sera OK pour passer un coup de téléphone, puis un deuxième, puis un troisième avec la banque d'affaires, alors même qu'il n'aurait plus envie de raconter pour la xème fois pourquoi il est intéressé, ce qu'il veut faire, alors que peut-être, en tout cas, statistiquement, il me semble qu'un touriste a tendance à se dire non, mais envoie-moi, là, je te signe le NDA, envoie-moi l'information, mais là, je suis pas dispo cette semaine. Et ça peut être des signaux faibles pour identifier, même si, en effet, il n'y a pas de vérité générale là-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Et je sais pas ce que vous pouvez me dire là-dessus aussi sur la meilleure pratique pour gérer le client. Moi, je trouve qu'en small cap, c'est un des gros sujets qui peut même empêcher de lancer un mandat en se disant c'est trop critique, j'ai peur pour les relations avec mes clients, avec mes fournisseurs, mes employés. Et donc, il y a un vrai travail de le rassurer. Ouais. Tu as raison, enfin je le vis aussi. Après, tu parlais de signaux faibles avec les acquéreurs, je pense qu'il y a aussi des signaux faibles avec les prospects avant qu'on signe un mandat. Je pense que si effectivement le sujet un petit peu de la confidentialité bloque un dirigeant à céder, c'est qu'il est peut-être pas encore tout à fait prêt à céder, tout simplement, parce que je crois que une fois qu'on s'est dit qu'on allait vendre l'entreprise, qu'on est sûr de sa force et qu'on trouvera acquéreur, il y a un peu moins de sensibilité sur les informations. Je parle évidemment pas d'informations de propriété intellectuelle ou de choses très critiques, et bien sûr que nous aussi on met toutes les protections en place. Mais je pense que si un dirigeant tourne un peu trop longtemps autour du fait que ça finira par savoir, c'est peut-être qu'il y a encore besoin de maturer un tout petit peu l'idée de céder l'entreprise. Non, c'est une excellente réponse, c'est celle que j'allais faire. Je pense que c'est aussi un très bon signal pour nous sur la liquidité de l'opération. C'est un gros enjeu pour nous de qualifier sans biais intellectuel le niveau de liquidité d'un mandat qu'on signe. Parmi les critères que nous, on essaie de construire pour mesurer ce niveau de liquidité, il y en a beaucoup qui tournent autour du niveau de conviction du dirigeant sur la réalisation de son opération. Et cette thématique-là particulière de la confidentialité est un très bon test. Si on est capable de lui démontrer de l'obligation de moyens qu'on va mettre en œuvre et de la qualité d'exécution du process qui va aboutir à une liquidité, pourquoi s'inquiète-t-il autant de la sensibilité à la confidentialité sur le process. Donc ça amène des débats intéressants. Tu as raison de le signifier avant le process et je pense que c'est quelque chose en tout cas qui doit être déminé assez tôt pour que derrière l'exécution soit propre. Un autre débat que je ressens régulièrement avec les clients, c'est quand
en tout cas encore une fois sur du primaire, small cap, c'est d'amener sur la table les sujets, qu'est-ce qu'un earn-out, qu'est-ce que va être le sujet de la gap aussi, parce que c'est pas forcément des termes qui sont connus et qui peuvent faire peur, ou en tout cas gêner. Ça veut dire bon, comment ça, je vais devoir séquestrer ou en tout cas cautionner 20% du prix. Non, j'ai l'impression que je fais cette opération pour me dérisquer. Là, on me laisse un risque. Pareil, l'earn-out, ça peut présenter du risque. Est-ce que toi tu peux nous parler d'un point de vue juridique ou de ton avis d'ailleurs, juste des pièges à éviter sur ces deux thèmes? On peut commencer par l'earn-out. Il y en a plein, j'imagine, mais est-ce qu'on doit choisir? Je vois souvent, est-ce qu'on essaie de positionner un deal sur un agrégat de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on peut le positionner sur les EBITDA, malgré peut-être les problèmes que ça peut engendrer? Voilà, si tu devais parler avec un dirigeant, de se dire, bon, on risque d'avoir des earn-out dans les offres des acquéreurs, qu'est-ce que tu pourrais lui dire et comment tu pourrais identifier les pièges à éviter? Alors, s'agissant des earn-out, c'est un sujet, c'est un vaste sujet parce qu'il y en a plein de différents. La grosse difficulté, c'est que c'est très... Enfin, il y a différentes manières d'en prévoir, mais il faut que ce soit le plus objectif possible si on veut vraiment que ce soit efficace. Le earn-out sur la base d'un chiffre d'affaires ou d'un multiple d'EBITDA pour la partie postérieure à la cession, là, je pense qu'on rentre dans des débats sans fin avec l'acquéreur sur comment comptabiliser certaines charges, enfin comment gérer la société après la cession. Enfin, je pense qu'on n'y arrive pas. Par contre, il y a des earn-out qui sont un peu plus faciles à mettre en place et qui se justifient même peut-être un peu plus. C'est si par exemple on vise un élément objectif comme le renouvellement d'un contrat commercial important, ce genre de choses, qui serait issu d'une action commerciale menée par le cédant antérieurement à la cession, pour qu'il y ait une légitimité en fait à cette action. Après, il y a des activités où c'est un peu plus usuel d'en voir. Par exemple, parfois on vend des portefeuilles d'assurance, ce genre de choses, et il y a toute une question de tous les ans, qui est-ce qui a résilié ça, qui a résilié les polices d'assurance qui étaient déjà en vigueur. Et en fait, on peut prévoir qu'on va faire une moyenne des deux et on va regarder l'année prochaine combien de clients sont restés et utiliser ce genre de critères très objectifs au final pour un earn-out. Alors après, est-ce qu'on prévient nous déjà le dirigeant au moment où il va recevoir les LOI qui peut avoir ça? C'est généralement plus les banquiers, j'ai l'impression, qui ont ce sujet. Je pense que le sujet gap, pareil, il se doute que une fois qu'il a passé toutes les cases des due deal, toutes les questions qui ont pu lui être posées, et parfois sur des thèmes très spécifiques, on peut voir arriver le sujet. Et auquel cas, on lui prévient, on lui dit, du coup, il y a un risque. S'il y a un risque, ils vont certainement demander une gap spécifique ou non. Et on donne les principales conditions à la gap. Et il peut le comprendre. Enfin, on comprend très bien. Et d'un point de vue banquier d'affaires, sur ce sujet de earn-out, est-ce que ça vous arrive en amont d'une opération de faire de la pédagogie là-dessus? Quels sont un peu les guidance que vous pourriez mettre en place ou communiquer avec votre dirigeant? Ouais, c'est vrai que si on veut être intègre, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'un maximum de pédagogie sur ces sujets-là, parce que c'est en général des sujets qui paraissent... où je vais prendre le cas, en tout cas, de l'earn-out sur lequel vous étiez. C'est un sujet qui est plein de dualité, parce qu'il est hyper alignant au moment du deal. C'est vrai que ça apparaît souvent comme la solution d'alignement quand on bute sur des problématiques de valorisation, de budget, etc. Mais ça devient un sujet particulièrement désalignant post-deal. Et souvent, le banquier n'est plus là. Donc il s'en frotte un petit peu les mains et le deal s'est réalisé dans des conditions qui paraissent satisfaire le cahier des charges du client. Donc moi j'essaie toujours de faire preuve de beaucoup de pédagogie sur cette thématique-là, d'alerter sur des statistiques. Alors je les ai plus tout à fait en tête, mais globalement c'est 80-90% des earn-out qui deviennent conflictuels post-opération et quasiment la moitié qui sont jamais payés. Voilà, donc les chiffres sont têtus, donc on essaie d'alerter nos clients là-dessus. Après, sur le point de la gap, je trouve que c'est typiquement un chantier sur lequel travailler à quatre mains assez tôt est pertinent, parce que le diable est dans les détails. On peut évidemment se battre sur le seuil, la durée,
Quand on aurait pu faire le choix de partir sur une assurance très tôt et répondre au mieux à un enjeu de client qui veut effectivement plus du tout entendre parler de cette thématique-là. Donc voilà, ça c'est, je pense, un bon exemple de chantier sur lequel on peut s'atteler à travailler à quatre mains très tôt dans l'opération. Totalement en phase. Alors nous on touche du bois, on n'est pas tout à fait sur les statistiques en termes de conflictualisation ou de non-paiement des earn-out, mais je pense qu'il y a effectivement aussi une question de taille de deal. C'était pas des statistiques personnelles. J'ai bien compris, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est un sujet. Je pense que ça fait partie de la pédagogie finalement d'avant-mandat. Pour expliquer qu'une opération, et on se retrouve tous dans la situation où quand on pitch, le vrai sujet dans la tête du cédant, c'est souvent la valorisation, mais dès là, on se retrouve à expliquer qu'une opération et que les conditions d'une opération vont bien au-delà du prix, et qu'il faudra à un moment effectivement arbitrer entre le prix facial et le prix perçu, les conditions qui vont derrière. Et c'est vrai qu'il y a des dirigeants qui ont des sensibilités, je pense, assez différentes au risque, qui ont des situations personnelles aussi qui font qu'ils sont parfois prêts à accepter un peu plus de paris sur l'avenir ou pas. Ouais. Et sur la gap, est-ce que vous avez encore des éléments à nous donner sur les grands pièges à éviter? Moi, je peux par exemple mettre sur la table, je trouve un sujet, c'est la garantie à première demande, qui peut être vite mis dans une LOI, mais qui peut être risqué pour un dirigeant. Est-ce que vous en voyez d'autres si on aurait des sujets spécifiques ou pas, hein. Sinon, je passe à l'autre question. En fait, pour moi, c'est pas vraiment un piège, c'est ce qu'on appelle une garantie de la garantie. C'est une garantie à première demande, c'est tout simplement si jamais l'acquéreur veut exercer la garantie, il est assuré qu'il y a un tiers qui paiera à première demande les sommes qui sont dues au titre de la garantie. C'est ce que tu disais, c'est dans le détail où la gap, on trouve, il y a des pièges qui peuvent être évités sur certaines déclarations où la rédaction peut laisser un peu de subjectivité qui est du coup en la faveur du vendeur. C'est plus sur ce genre de choses. Sur les aspects garantie de la garantie, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est concrètement, c'est le vendeur qui va être rassuré sur le fait que si jamais il fait un appel, il soit payé. Et ça, c'est assez difficile c'est assez facile à mettre en œuvre et du coup, c'est assez difficile de rendre compliqué ce type de garantie. Et le piège à éviter sur la gap, c'est l'étendue de la gap. Hein. Qu'est-ce qu'on veut garantir? Quel est le préjudice qu'on garantit? À quel moment, quelle est la process pour faire l'appel? À quel moment, moi, je peux faire valoir mes observations, etc. Et il y en a plein des pièges à chacune de ces étapes. Très bien, si on revient sur un aspect commercial d'une transaction M&A, c'est le roadshow. Je crois que tu l'as mentionné à un moment que tu aimes bien aller mettre rapidement le client dirigeant face aux acquéreurs. Et j'aimerais bien essayer de trouver les bonnes pratiques d'un roadshow bien mené, c'est-à-dire combien idéalement de réunions on organise. Est-ce qu'on fait des premières visios? Est-ce que vous favorisez les rencontres en physique? Comment vous préparez le dirigeant à cet exercice? Est-ce que vous réalisez un support? Est-ce que vous le laissez plus libre et c'est plus un jeu de questions-réponses? Ou alors on a une présentation travaillée, typée, je sais pas, Memorandum Light pour soutenir. Voilà. Quelles peuvent être les bonnes pratiques d'un roadshow bien mené selon vous? Je vais peut-être laisser commencer Antoine parce que je risque de répondre, il y a autant de méthodes que d'opérations que je laisse Antoine m'aider un peu. Il faut que je trouve une autre réponse aussi. Non, je pense que dans les bonnes pratiques un peu consensuelles, parce qu'effectivement après on va tomber dans des cas particuliers mais qui sont aussi fort intéressants, c'est que les banquiers soient très présents en amont du roadshow dans la préparation du management et disparaissent complètement le jour du roadshow. C'est vrai qu'on a parfois le défaut de vouloir exister, on a une intelligence très forte sur une opération qu'on a co-construite sur les dernières semaines, on a travaillé sur la doc, on a des équipes qui sont très pointues sur tous les sujets, le marché, et on veut parfois prendre un peu la place du dirigeant ou des dirigeants face à un corporate qui brille en face. Et ça, pour moi, c'est assez souvent une erreur. Alors évidemment, il faut se montrer
manœuvrant sur quelques thématiques qui peuvent débloquer des situations ou amener une intelligence autour de la table. Mais voilà, donc je pense qu'une des réponses globales que je pourrais donner, c'est celle-ci, c'est de prendre beaucoup de temps en amont parce nous, c'est un exercice qu'on connaît par cœur, mais il ne faut pas oublier qu'en général, les dirigeants qu'on accompagne, ils l'ont soit fait il y a 7-8 ans, soit jamais fait pour la plupart. Et de parfois disparaître. Et quand je dis disparaître, c'est même parfois, d'un point de vue tactique, ne pas être présent ou peu présent, en termes d'associés notamment, le jour du roadshow. Ce qui peut démontrer d'une certaine froideur, distance, silence face à certains candidats. Et ça peut faire partie des arbitrages qu'on fait de temps en temps dans les process, de laisser plutôt des équipes juniors sur la management presentation. Voilà, donc ça c'est aussi pour moi un élément de décision un peu critique sur l'image qu'on veut renvoyer de la tension concurrentielle, du niveau d'intérêt qu'on montre aux candidats, le choix des opérateurs autour de la table. Voilà. Ouais, je pense que tant qu'on parle de préparation très en amont, on sera toujours d'accord, et je pense que ça reste le cœur de notre métier, de toute façon, de vraiment s'imprégner au maximum aussi encore de la psychologie de notre client et de sa capacité à. Après, je pense que ce à quoi on est tous confrontés aussi, c'est trouver l'ordre un petit peu idéal de ces premiers échanges, laisser à notre client le temps de rôder un peu son discours sur les premiers. Ça, c'est pas très sympa pour les premiers qui passent et qui nous écouteraient, mais et là je pense qu'on alterne nous aussi entre ces fameux coffee meetings, ou en tout cas ces points de contact pseudo-informels qui servent à rôder le discours avant de dérouler les présentations quand elles sont bien léchées avec les acquéreurs les plus stratégiques. Mais d'expérience, enfermer le dirigeant dans un cadre très travaillé qui nous paraît être le meilleur discours, s'il a un petit peu du mal à s'y conformer, ça sera de toute façon un échec à la fin. Donc je pense qu'il faut optimiser la manière dont il a, lui, l'habitude de convaincre les interlocuteurs, et là encore, justement, de le préparer des semaines en amont. Ouais. Et je pose une question, parce que ce qu'on fait de temps en temps, enfin même assez régulièrement, c'est bon, il y a une équipe qui travaille sur le deal, et justement, le problème, c'est qu'il y a un peu l'effet inverse. On connaît tellement bien le dossier, qu'on est dedans depuis 1 mois, 2 mois à fond, qu'on va travailler le pitch, mais justement on va peut-être vouloir trop l'orienter, on n'aura pas à ce moment-là le recul nécessaire, même si on tend à le garder, mais que ça peut être intéressant de faire un pitch blanc avec une autre partie de l'équipe qui aura juste entendu parler du sujet de manière plus ou moins loin. Est-ce que vous faites ça aussi, ou est-ce que vous y voyez un intérêt pour pour faire des pitchs blancs? Déjà, est-ce que vous faites des pitchs blancs, ou alors c'est juste un travail de grandes lignes avec le dirigeant, d'éviter les erreurs Alors, si je prends la réponse, je pense qu'il y a 2 questions. Le fait vraiment de faire travailler le dirigeant façon oral blanc, de manière très formelle, ça j'avoue que je le fais très rarement, parce que quand vraiment le dirigeant lui-même en ressent le besoin, mais je pense que de tous les échanges qu'on a en amont, sans forcément qu'il s'en rende compte, on le fait morceau par morceau, pitché sur sa différenciation, sa pays, etc. Et au final, quelque part, il le construit comme cela. Après, c'est vrai que nous, pour le coup, en interne chez Smart, on a un fonctionnement où on fait beaucoup appel, effectivement, un peu à l'intelligence collective et aux autres associés. On fait déjà la majorité de nos dossiers avec une deal team comprenant 2 associés qui permettent déjà d'avoir un peu cet effet miroir. Et avant chaque début de phase de commercialisation, le sujet est évoqué en réunion d'équipe où tout le monde est présent. Et je ne vais pas dire qu'on fait vraiment le pitch d'1 heure à blanc, mais on teste vraiment tous les arguments et toutes les réponses aux objections pour soit se rassurer, soit optimiser un peu, soit effectivement arbitrer entre, j'allais dire, deux scénarios. Et c'est, je pense, très très utile. Ouais. Non, mais je rejoins tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure, où moi je suis effectivement pas un adepte non plus du pitch blanc, parce que j'ai peur d'un exercice trop déformé et qui manque d'authenticité. Et je pense que ça, c'est un indicateur clé, parce qu'il ne faut pas oublier que nos deals sont des deals très humains, au-delà des caractéristiques financières. Et donc, oui, j'essaie de favoriser un discours très authentique. J'ai parfois été surpris, moi, en sortie ça a dû tous vous arriver, en sortie
de management presentation, d'être un petit peu déçu de l'exercice en me disant tiens, il y a 2-3 points qui n'ont pas été abordés parce que nous, on a nos listes de points en tête. Et finalement, on débriefe avec le fond, avec le corporate derrière. Il nous dit j'ai adoré, la personne, elle est claire, elle a sa vision, elle a sa feuille de route. Donc voilà, il faut qu'on arrive à garder cette part d'incarnation et pas trop dévier parce que évidemment, on a l'habitude et on pense savoir le bon chemin en tête. Mais parfois, il y a des chemins très authentiques qui marchent super bien. Et de manière, si tu prends de technique de détail, c'est qui doit être présent à cette management press? Est-ce que, là on se met encore une fois dans le cas M&A small cap, primaire, avec peut-être un dirigeant actionnaire gros majoritaire, un top management ou non au capital, mais qui aura tendance à monter ou à être un peu la direction de la nouvelle filiale du groupe à l'acquisition, ou dans le cadre d'un LBO qui monte sur des sujets de management package. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous mettez le dirigeant tout seul? Est-ce qu'il doit venir avec à 2, à 3 ou est-ce que ça va poser des problèmes de répartition de parole et de responsabilité? Quel est un peu votre avis là-dessus? Si je la prends, ça va être un peu facile, mais je reprends le terme d'authenticité et de force de conviction qu'évoquait Antoine. Je pense que si effectivement on a une équipe qui fonctionne très bien à 2 ou 3, il ne faut pas les dérégler, il ne faut pas les perturber. Le cas du manager repreneur, il est intéressant parce qu'il, dans le cas d'une session en tout cas, il est critique dans la perception des acquéreurs finalement du risque du deal et de la capacité à créer de la valeur derrière. Mais on a quand même souvent des dirigeants qui n'ont pas tout à fait la même liberté de parole, le même discours ou la même authenticité justement dans le débat en présence de leur manager. Donc là, nous, dans ces cas-là, on va essayer de l'organiser en 2 temps pour essayer finalement de laisser le dirigeant seul présenter un peu son legacy, enfin voilà, l'historique de l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'il laisse quelque part, et que le manager prenne finalement la réunion qui va beaucoup plus se concentrer sur la suite et toute la valeur qu'on peut créer derrière. Ouais, non, je partage tout à fait cette approche en général de chercher à séparer le bloc cédant du bloc repreneur. Quand dans le management, on peut les ranger d'un côté ou de l'autre, ça crée souvent un exercice au complet qui est à mon avis plus efficace et plus profond. Ensuite, je te rejoins, je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles on identifie un collectif qui fonctionne bien et dans ce cas-là, il ne faut pas le casser. Il y a des entreprises dans lesquelles on s'aperçoit que des exercices un peu découpés fonctionnent mieux. Et typiquement, il y a quelque chose qu'on a fait là très récemment que j'ai trouvé assez efficace et assez impactant dans le rythme de la réunion. C'est un CEO qui porte le meeting sur sa globalité et par contre un mid-management qui intervient de manière ponctuelle durant le meeting sur les slides qui le concernent. Et voilà, je trouve que ça a créé un rythme et une efficacité sur la réunion qui était assez maximale, où les mid-managers en question se sentaient écoutés et pas forcément étouffés par les autres départements de l'entreprise. Donc je trouvais que ça mettait bien le focus au bon endroit. Donc, voilà, c'est un exemple aussi de réalisation, mais une nouvelle fois, on pourrait avoir cette réponse facile de dire que chaque dossier est spécifique et on doit s'adapter dans chacun des cas. Mais est-ce que vous avez des histoires à nous raconter sur des roadshows un peu particuliers? Tu vois, tu as parlé de cas particuliers. Est-ce qu'il y a des illustrations où c'est sorti un peu du cadre classique, mais qui pourraient soit surprendre un peu les auditeurs, soit nous faire apprendre de ce cas spécifique? Alors moi j'ai un exemple à ne pas faire d'une erreur que j'ai faite, que l'on a faite. Moi le premier, effectivement, finalement un peu dans ce cas-là du cédant qui incarnait vraiment l'entreprise familiale, qui incarnait vraiment l'entreprise, 40 ans à la diriger. Le gendre, les filles étaient dans l'entreprise, le gendre également, qui lui était incarné justement un petit peu la suite et l'avenir, et qu'on n'a pas forcément mis en premier lieu avec cette idée un peu de séparer quelque part l'historique de la suite. Et on a cédé aux dirigeants cédants qu'ils soient présents finalement lors du deuxième entretien avec l'acquéreur qu'on avait présélectionné pour parler de la suite. Et je parlais de mécanique qui fonctionne ou pas. Il a été totalement, tétanisé quelque part de porter la responsabilité de vendre l'avenir et la valeur du groupe de son beau-père. Et on a eu un exemple, une concrétisation très, très formelle dans la revue des conditions de la LOI 48 heures plus tard. Je rassure tout le monde, je ne donne aucun nom. On a récupéré le gendre à
eu l'occasion de montrer qu'il était de grande valeur à la fois dans la négo et à la fois post-deal. Mais effectivement, c'est là aussi où il faut parfois être un peu plus ferme avec nos clients et arriver à vraiment faire comprendre aux cédants que ça y est, ils passent la main et finalement dès le process. Voilà pour cet exemple qui n'est pas forcément une bonne idée à transmettre, mais j'y repensais pendant que tu parlais. Bon bah écoute, merci de prendre le mauvais exemple et de me laisser la chance de prendre le bon exemple. Non mais moi il y a un truc qui m'a marqué, qui était pas une initiative de ma part pour être franc. C'est un dirigeant qui m'a invité à créer beaucoup d'émotions et je dirais de sortir du cadre très formel que peuvent avoir les management presentation en général, et il s'en était même étonné. C'est un dirigeant, et je pense que certains pourront trouver de qui il s'agit, qui avait monté une très belle boîte, qui a monté une très belle boîte dans l'univers de la robotique viticole. On a vendu son groupe à un industriel italien. Et il nous avait invités à créer une séquence de management presentation dans laquelle il y avait à la fois une démonstration du produit, donc évidemment c'est très impactant, mais aussi des dégustations de champagne avec des thématiques très pointues pour répondre aux enjeux des contreparties en face, un dîner le soir. Enfin voilà, il nous avait un petit peu forcé à prendre un temps long, à sortir du cadre de l'entreprise, à trouver des moments de négociation un petit peu spécifiques, mais aussi des moments d'émotion. Et il est vrai que ça a eu un impact, je pense, considérable sur certains candidats, parce qu'on était aussi sur un produit qui était aussi partiellement un produit d'émotion. Mais voilà, donc je pense qu'on a ce défaut parfois d'être un peu trop cartésien dans notre approche de la management presentation et ramener un petit peu d'expérientiel dans quelque chose qui est un peu trop mathématique et qui s'appuie un peu trop sur des slides, c'est bien aussi. Intéressant, si on enchaîne là maintenant sur ce roadshow, c'est passé merveilleusement bien. On reçoit des offres, des LOI. Quels sont les points d'attention? Qu'est-ce que vous allez regarder dans une LOI? Bon, on va reparler après du prix et de la valorisation sur comment le négocier, mais peut-être aussi sur les aspects juridiques, Bastien. Je recommande de regarder le prix en premier. Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait... à quoi il faut faire très attention dans une LOI outre le prix, ou alors peut-être il y a des éléments de structuration du prix qui sont aussi... Oui, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est le prix, on peut aller au-delà. Mais il y a des aspects éventuellement de financement auxquels il faudrait faire attention, parce que c'est bien beau d'annoncer un prix, mais est-ce que la contrepartie est en mesure vraiment de le payer et de mener l'opération jusqu'au bout? Quand on a la casquette manager, la grande question c'est comment moi je vais être traité dans le prochain tour. Donc il y a beaucoup de points à voir sur l'éventuel management package, qu'est-ce qui est prévu. Alors c'est pas nécessairement dans la LOI, c'est parfois dans un document à part, mais bon c'est quand même structurant pour nous. Et après c'est les opérations, la structuration, qu'est-ce qui est envisagé, qu'est-ce qui est repris, est-ce que c'est bien tout le périmètre, est-ce que c'est un bout du périmètre seulement, les conditions suspensives, est-ce qu'ils annoncent d'ores et déjà qu'il pourrait y avoir une gap ou non, est-ce qu'ils annoncent un complément de prix ou pas, enfin ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même centré autour du prix et la capacité de l'acquéreur à le décaisser et à le payer. C'est vrai que tu as parlé du financement qui est souvent quand même une des conditions suspensives majeures. Est-ce que tu as vu des conditions suspensives justement qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui t'ont marqué, qui t'ont poussé à les négocier dans une LOI? Là comme ça, j'avoue que j'en ai pas qui me viennent en tête. C'est c'est quand même assez standardisé. Au-delà d'une certaine taille d'opération, c'est quand même des acteurs qui ont l'habitude d'en faire, donc ils savent ce qu'on peut mettre. On voit des conditions suspensives. Le financement, c'est usuel. On a s'ils n'ont pas encore fait leur due deal, il y a la condition suspensive d'avoir des due deals qui sont satisfaisantes. Il peut y avoir des aspects de maintien de contrat financier, le fait que tel endettement soit pas refinancé, etc. J'ai pas de conditions suspensives particulières qui soient écrites dans la LOI qui me viennent en tête, parce que le plus souvent, lorsque c'est quelque chose qui est un peu particulier, on l'écrit pas noir sur blanc, on s'appelle entre avocats, on utilise une voix confidentielle. Je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'en fait on aime bien la société, mais il y a tel salarié qui nous embête, on va pas mettre dans la LOI, moi j'ai ma condition suspensive, il faut que vous me dégagiez le responsable je sais pas quoi parce qu'il coûte trop cher. On s'appelle entre avocats, on voit comment réussir à mettre ça,
et à traiter le problème. Donc c'est pour ça que dans la LOI en tant que tel, il n'y aura pas de conditions. Enfin, sur ce que je vois moi, après, je ne sais pas quelles sont la pratique de mes confrères, mais il n'y a pas. Je vois très rarement des conditions vraiment non usuelles. Par contre, on peut avoir des appels et on peut avoir des demandes un peu plus différentes entre conseils, où là, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est pas vraiment une condition suspensive, c'est un aspect du deal en fait. C'est tel truc me va pas, est-ce qu'on peut le changer ou non, et si on le change, comment est-ce qu'on le matérialise après derrière d'un point de vue juridique sans qu'on puisse se faire retoquer derrière. Et ça, pour le coup, c'est même pas forcément propre à la LOI. Ok. Est-ce que vous avez des éléments sur la LOI? Je peux en mettre un sur la table parce que j'en parlais hier avec un ami qui est aussi banquier d'affaires. C'est le sujet du BFR normatif. Moi, je trouve qu'il est vraiment problématique au niveau de la LOI. Souvent, on n'a pas donné assez d'informations pour qu'un acquéreur, on puisse le pousser à se positionner très clairement sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il entend par le BFR normatif? Est-ce qu'il va nous mettre un retraitement et si oui, à quel niveau? Mais qui devient vite un sujet de négociation problématique. Il y a plein de visions du BFR normatif et vu que ça touche directement au prix, c'est majeur. Donc voilà, je trouve que moi, j'essaye toujours de mettre une attention très particulière là-dessus, d'avancer, de ne pas laisser ces termes là sans que ça soit bien discuté, d'essayer de les pousser, d'avoir une définition la plus précise possible pour qu'on puisse se projeter sur l'impact prix. Voilà, je mets ce sujet. Est-ce que vous en avez d'autres ou est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Sur ce sujet, et puisque tu parlais d'exemples concrets, ça me rappelle effectivement un deal l'année dernière où je pense qu'on a passé un bon mois sur le sujet effectivement de la définition de la trésorerie normative et donc du BFR normatif. Après s'être mis d'accord sur absolument tous les autres éléments de la LOI, et il nous a fallu 4 semaines assez intenses pour converger vers une formule qui satisfasse tout le monde, mais qui illustre, à mon avis, ce qu'on est un peu tous contraints de faire, c'est-à-dire d'essayer, en tout cas, on n'a pas eu le débat sur phase 1, phase 2, exclu, pas exclu, mais là, je pense qu'on se positionne dans une logique d'LOI qui rentre en exclu et qui a vocation vraiment à figer le deal, à aller très loin, effectivement. Et tu parlais tout à l'heure des red flags ou des points d'attention sur la LOI. Je serais tenté de dire que mes points d'attention, c'est tout ce qui ne figure pas finalement dans la LOI au premier envoi par la contrepartie, et tout ce qu'on doit finalement rajouter. Et on se heurte, je pense pour la GAP aussi, ou pour les définitions financières, à effectivement être extrêmement précis sur des items et des agrégats que l'acquéreur n'a pas encore, pour lesquels l'acquéreur n'a pas encore toute l'information qui lui permettent de se positionner. Donc je pense que ça fait partie effectivement des lignes de crête un petit peu dans le métier où parfois il faut soit prendre un risque, soit accepter de rejeter un petit peu de valeur, mais de se protéger sur ce type de définition. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Moi, ce que je retiendrai, c'est c'est un trade-off, quoi. C'est une période de la transaction qui est encore très à risque. Donc moi, souvent, on a cette discussion avec le client de savoir quel est le niveau de risque qu'on accepte encore de porter sur les sujets qui ne sont pas complètement éclaircis dans une LOI sur la phase suivante, et qu'est-ce qu'on choisit de déterminer, de fixer à ce moment-là. Donc, et pour te rejoindre, moi, il y a un exercice que j'aime bien, qui est un peu contre-intuitif, mais qui est de proposer aux 3, 4, 5 bidders qui sont le mieux placés de présenter leur LOI à mon client. Parce qu'on a souvent finalement beaucoup d'honnêteté en face, surtout quand ils sont face au client. Et le point d'attention qui était décrit dans la LOI, qui respectait le formalisme du process letter, donc le BFR, il va beaucoup plus ressortir dans la présentation orale, où tout à coup vous allez voir que sur 15 minutes de présentation, il va passer 5 minutes sur le BFR normatif, parce qu'effectivement c'est un enjeu énorme pour l'acquéreur, et vous ne l'aviez pas forcément identifié dans la LOI, puisque toutes les LOI identifiaient le BFR normatif comme un sujet. Voilà, donc cet exercice de présentation, il permet de lire effectivement ce qui n'est pas écrit sur le papier, et je trouve qu'il y a souvent, pour pas dire tout le temps, une grande honnêteté intellectuelle du candidat qui pourrait basculer en phase 2, en face du dirigeant ou des actionnaires. Voilà, donc je trouve que c'est un exercice intéressant. Ouais, j'aime beaucoup ton idée, et je trouve que ça va dans la continuité d'un point que moi je soulève souvent, c'est les validations comité. Il peut y avoir vite dans les LOI, dans les conditions suspensives, on va devoir avoir la validation d'un comité ou d'un board. Et
c'est là aussi, je pense, tout le rôle du banquier d'affaires, quand tu parlais de connaissances fines, par exemple, d'un acquéreur, c'est de savoir, oui, il y a un acquéreur, personne morale en face de nous, mais il y a surtout des personnes physiques, avec un agenda personnel aussi, une ambition, une capacité aussi à passer son comité. Et ça reste une condition subjective qu'on a envie de creuser. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça, une présentation de LOI déjà avec nous en tant que banquier d'affaires, c'est important, et de se dire, le comité, mais qui y a dans ce comité, d'habitude, tu fais passer combien de dossiers, combien de temps pour valider, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de savoir, est-ce qu'ils sont déjà au courant aussi de la transaction? Mais peut-être le faire avec le client, ça le poussera à être encore plus honnête aussi sur qui il connaît dans ce comité, quelle est sa relation, parce que je trouve que derrière cette phrase-là, c'est un peu comme le BFR, il peut se cacher un comité, donc en fait c'est la personne qu'on a en face qui décide de ce comité, c'est un peu informel, et il n'y a jamais de sujet, ou alors en fait on a un salarié qui n'a pas encore prévenu un comité externe de la transaction, donc là on sait qu'il va y avoir beaucoup de travail et qu'il peut y avoir beaucoup de risques et beaucoup de refus là-dessus. C'est un petit point que j'avais envie de soulever dans la continuité. Je vois que ça fait déjà 1 heure, je t'ai mentionné ce temps-là, donc je vais peut-être finir sur une dernière question que je trouve souvent intéressante, alors qui est hors process, mais qui est plus destinée à retrouver un peu les meilleures pratiques pour notre métier. C'est qu'on a un métier de personnes physiques, souvent de petites équipes quand même. Même là, on va parler d'une quarantaine, ça reste quand même, je pense, des petites équipes comparées à des sociétés plus classiques qu'on peut accompagner. Et souvent, une activité qui tourne entre une bonne relation entre associés. Ce qui est d'ailleurs vrai dans une banque d'affaires, dans un cabinet d'avocats, ou ce que j'ai souvent, ce qui nous écoute, c'est aussi des investisseurs en private equity. Un fonds d'investissement, c'est parfois un small cap, ça peut être 10, 15, 20 personnes. Donc ça reste une petite équipe où il y a des liens humains très forts. Comment est-ce que vous travaillez avec vos associés? Quelles sont un peu les bonnes pratiques à mettre en place pour maintenir une bonne relation, un gros alignement qui fera, je pense, la réussite du cabinet? Non, mais c'est vrai que c'est un bon point. C'est un bon point parce qu'on a très vite fait, et j'aime beaucoup l'idée des duos d'associés sur les deal teams, mais on a vite fait basculer dans une forme d'individualité dans ce métier. Donc travailler à l'organisation du collectif entre associés, c'est quelque chose auquel il faut s'atteler. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des moments assez faciles à organiser, des moments pour célébrer typiquement. Je pense que c'est important de le faire, c'est important d'installer une forme de routine là-dessus, et ça contribue à la cohésion et à la formation du collectif. Mais avant tout, je dirais que c'est dans la difficulté qu'on apprécie la qualité du partnership. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même, d'être présent, d'afficher une vraie présence, un vrai soutien dans des moments difficiles. C'est surtout sur ces étapes-là qu'on sait reconnaître la solidité d'un partnership. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être un moment difficile dans une banque d'affaires Je pense qu'on en connaît malheureusement un peu trop. Des séquences de deal flow qui sont particulièrement difficiles, où on peut accumuler 1, 2, 3 transactions qui, au même moment, la fameuse loi des séries, se retrouvent dans des situations de deal breaker. Donc, je pense que, typiquement, pour te donner un exemple très concret, trouver un soutien honnête et sincère de quelqu'un qui cherche pas à venir exister dans une transaction, qui amène une intelligence, une idée, un réflexe qu'on n'a pas eu pour aller sortir ce dossier d'une situation très difficile. C'est quelque chose qui a énormément de valeur dans le partnership, et c'est d'ailleurs toute la valeur du partnership quand on sait la travailler. Donc il faut créer ces situations. Donc ça peut être travaillé via typiquement des réunions hebdomadaires où on passe en revue vraiment de manière très exhaustive et précise les dossiers complexes et la manière de traiter cette complexité, et d'aller de vraiment offrir une vraie bande passante à nos associés sur comment résoudre cette complexité.
je te passerai la parole, mais je te rejoins en tout cas sur le fait, c'est vrai qu'en ce moment les conditions de marché sont quand même plus dures que ce qu'on a pu connaître, on va pas se le cacher, et moi je le constate effectivement en termes de management, c'est véritablement dans ces moments vraiment compliqués que les liens se créent, et paradoxalement si 2025 n'est pas l'année où on est le plus satisfait, j'allais dire, de nos chiffres, en tout cas de l'atterrissage visé, c'est je pense l'année où on est le plus satisfait de l'équipe, parce qu'effectivement c'est là où quelque part on a eu l'occasion de se serrer les coudes, de véritablement s'entraider. Et après, de manière plus prosaïque, je pense que dans les partnerships, qu'ils soient d'avocats ou de banquiers d'affaires, les conflits reviennent souvent à des questions quelque part de concurrence entre associés ou de partage. Nous, on a choisi une voie un peu originale qui a vocation un peu à éliminer tous ces points-là. Le binôme en étant quelque part, finalement, si deux associés ont tendance à regarder un peu le même lead, ils ont qu'à le faire ensemble, comme ça au moins il n'y aura pas de déçus. Mais je crois que c'est organisé finalement au plus profond des règles. L'élimination, autant que faire se peut, de toutes ces concurrences intra-associées. Il faut évidemment partager des mêmes valeurs, il faut évidemment s'entraider. Je pense que là c'est dans le vécu un peu quotidien de ce qui soude un groupe, dans le cadre qu'on peut figer. Alors nous on a eu la chance quelque part de le créer from scratch il y a 10 ans. Il y a des boutiques qui ont des règles qui doivent exister depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est un peu plus compliqué d'en verser la table, mais je pense que essayer malgré tout soit via la spécialisation sectorielle, soit via des règles un peu particulières de gestion du réseau de prescripteurs, essayer quand même d'éliminer à la source les motifs de dispute sur ce fameux lead que tout le monde veut au moment où tout le monde en a besoin. Mais tu nous expliqueras comment tu fonctionnes toi aussi. Nous, au cabinet en tout cas, parce qu'on a l'habitude de dire, mais je pense que c'est pareil pour les banquiers, qu'il y a autant de manières d'être avocat que d'avocat qui est en France. Et c'est pareil pour les associations d'avocats, il n'y en a aucune qui se ressemble. Nous, on a un cabinet qui est encore assez jeune, parce qu'on a été créé en 2018. Je suis devenu associé seulement là en début d'année. On a eu plusieurs nominations, on a intégré plusieurs nouvelles équipes dans plein de domaines différents. Et l'idée, c'est d'avoir un projet entrepreneurial commun. Et c'est ça qui est assez sympa en fait, c'est de tous réfléchir à comment faire évoluer le cabinet, vers où aller, comment se positionner sur tel secteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a plein d'axes d'amélioration envisagés qui sont assez intéressants. Je sais pas pour vous comment vous voyez l'arrivée de l'IA par exemple, mais chez nous, chez les avocats, ça va être un truc. Ça va être structurant. Donc la question c'est comment on se pose là-dedans. Est-ce qu'on prend le pli maintenant et on essaye d'y aller à fond, ou est-ce qu'on attend un peu. Enfin, il y a pas mal de sujets. Et puis on grossit, on a une croissance. Nous, on a de la chance pour le moment, tout va bien parce qu'on arrive à trouver des leviers un peu partout. Quand il n'y a pas de deal, il y a des contentieux qui font que nous, on a toujours de quoi s'occuper. Certains qui arrivent à vendre des earn-out un peu différents. On a peut-être des earn-out qui reviennent assez régulièrement sur la table, donc ça va. Et du coup, c'est intéressant de voir comment évoluer dans ce milieu-là, et puis de se faire un nom, parce qu'on est jeune, mais pourtant on veut se faire connaître, et c'est super, c'est très intéressant. C'est vrai que tu mentionnes l'IA, mais dans la continuité, je trouve que ce que moi j'aime bien en tout cas, c'est de faire ces réunions stratégiques entre associés. Alors nous on est 2 associés, mais sur des thèmes autres que les mandats ou la prospection. Parce que ça permet aussi peut-être de mener des sujets qui sont pas hors business, parce qu'on est plutôt souvent parfois sur du business long terme, mettre en place des stratégies long terme, et ce qui peut pas, je trouve que c'est toujours un peu le cordonnier le moins bien chaussé, c'est-à-dire qu'on fait cet aspect stratégique, on analyse des stratégies court, moyen terme auprès de nos clients, mais quand on est banquier d'affaires ou je pense avocat, on le disait, l'intensité du travail est assez forte, du fait aussi des deadlines, et aussi parce que je pense qu'on aime proposer une disponibilité totale aux clients, donc il y a aussi beaucoup d'échanges avec nos clients, et parfois je pense que ça fait du bien, ça soude aussi l'équipe de se dire, bon, est-ce qu'on peut prendre un projet stratégique à petite ou grande échelle, et de le travailler ensemble pour faire grandir le cabinet et amener après du business à moyen terme. Mais ça, c'est un des petits éléments que j'aime bien. Très juste. On va finir là-dessus. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte bien continuer à développer ce projet et le rendre encore plus concret.
Prochainement, j'organiserai des événements de networking et des Q&A live. Vous trouverez un lien dans la description pour vous inscrire. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, laissez une note de 5 étoiles. Cela m'encouragera et aidera le podcast à se faire connaître auprès d'un plus large public. Merci et à bientôt.